Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Anna, comment ça va? Écoute, Charline, ça va très très bien. Et toi? Bah oui, ça va, super. Ravie de t'avoir sur Partage de coach. Yes, je suis contente aussi. Je suis contente. Alors, du coup, pour qu'on puisse te connaître un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je pense que si je suis une femme qui est, tiens, une femme qui est amoureuse des transformations, qui est une femme qui adore tout ce qui est extraordinaire et qui est nourrie par, je pense, par la magie. Et la magie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par la magie de la vie. Mais dans le sens large, aussi bien tout ce qui est magique, euh, sens vibratoire du terme, énergétique du terme, mais aussi par la fascination de comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne un système autour de nous. Je pense que c'est pas mal comme présentation. Yes, trop bien. Et si on pouvait voir justement ton parcours depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui, tu pourrais nous en dire plus justement sur ça? Yes, 0-18 ans, globalement, c'est une jeune fille qui s'ennuie beaucoup, qui a l'impression de s'ennuyer beaucoup, qui cherche à s'évader, qui cherche beaucoup de liberté. Euh, c'est important dans l'histoire, quand j'étais ado, je voulais être psy, parce que je disais toujours, ce serait bien qu'on ait tous, on devrait tous, je me souviens encore de la scène quand je dis ça, je disais ça à ma copine, on devrait tous avoir quelqu'un à qui on peut se confier, mais une personne neutre. Parce que probablement j'avais envie de dire quelque chose par rapport à ma copine à ce moment-là et que je n'avais personne à qui en parler. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et au moment où je devais choisir mes études, bah, j'ai pas eu le droit de prendre psy pour deux raisons. C'est qu'à l'époque, en tout cas, les croyances que c'était, le jugement que c'était dans ma famille, c'était les psys, c'est pour les fous. Et deuxième chose, c'est bouché. À l'époque, c'était hyper bouché les psys. Donc non seulement tu vas pas faire un truc pour les fous, mais en plus, encore moins un métier où tu vas pas gagner ta vie. Donc j'ai vite mis ça de côté. Et bah, on est arrivé en première où il fallait choisir ce qu'il fallait faire. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je voulais pas faire commerce parce que mes sœurs avaient fait commerce. Je voulais pas faire médecine parce que faire tout ça d'année, je m'en sentais pas du tout capable et pas du tout l'envie aussi. Et en fait, je me suis rappelé qu'à 5 ans, j'ai démonté mon premier magnétoscope. J'avais 5 ans, je me souviens, et ça m'amusait de démonter le magnétoscope pour, je disais, bah, j'aime bien voir ce qu'il y a dedans. De une, j'aime bien voir ce qu'il y a dedans, et puis j'aime bien récupérer les pièces. Je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette partie de récupérer les pièces, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Et ça, je me suis dit, bah, je suis bonne en maths, j'adore les maths. Je me suis dit, bah vas-y, on va faire une école d'ingé, on va voir. Et en fait, dans mon parcours, j'ai toujours choisi des solutions pour ne pas avoir à choisir. Donc, j'ai fait une école d'ingé généraliste, justement parce que je voulais pas me spécialiser dans un domaine. J'ai choisi le BTP parce qu'en fait, je faisais de l'apprentissage, il fallait choisir son entreprise avant de choisir sa spécialisation.
Et en rentrant dans le BTP, j'avais encore le choix de prendre la spécialisation que je voulais. Et comment j'ai fait ma spécialisation? J'ai pris le diplôme le plus facile. Je me suis dit, un diplôme d'ingé, ça reste un diplôme d'ingé, que ce soit marqué réseau télécom ou énergie, on s'en fout. De toute façon, j'avais un CDI par la suite. Donc voilà. Et c'est comme ça que donc j'ai passé 5 ans en école d'ingé. J'ai enchaîné dans le BTP. Et, euh, et petite anecdote, le jour de passage, donc mon premier jour de CDI, le passage de l'apprentissage au CDI, ma tutrice d'apprentissage tombe en burn-out. Et ça, je me souviens d'être dans les escaliers et dans les escaliers, j'attends, je vois son message, je me dis, Anna, c'est ton premier jour de CDI, qu'est-ce que tu fous là? Et ben, je suis restée 10 ans dans le BTP. Je suis restée 10 ans dans le BTP. Pourquoi? Pour une seule motivation, c'est que je ne savais pas quoi faire d'autre. En restant dans le BTP, en fait, j'étais pas trop mauvaise, j'étais plutôt appréciée. Euh, il y avait des choses qui me nourrissaient, il y avait un peu de tension, un peu de pression, peut-être parfois un peu trop. Je suis passée par des phases un peu plus difficiles où j'ai dû me reconstruire. Ben, j'ai fait un burn-out, j'ai dû me reconstruire dans l'entreprise. Donc j'ai changé de poste 2 fois. La première fois, c'était pour me reconstruire, et la deuxième fois, c'était je veux partir, mais j'arrive pas à partir. J'arrive pas à partir et trouver autre chose que un métier dans le BTP. Quand tu sors du BTP, c'est hyper difficile. En tout cas, enfin, j'y arrivais pas moi. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Bah, je vais développer l'innovation. Parce que j'adorais le système de l'entrepreneuriat, enfin, le système, le monde de la start-up, mais notamment le monde de l'innovation en général. À chaque fois que je faisais un salon, j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, je vais développer l'innovation dans l'entreprise. Ça me permettra d'avoir une casquette dans l'innovation et je pourrai sortir et faire ce que je veux dans l'innovation, dans la tech de manière générale. Et ben, j'ai développé l'innovation et je m'étais promis de ne jamais faire plus de 10 ans dans une même entreprise. Parce que après 10 ans, pour moi, tu étais un dinosaure et je ne voulais pas, et encore moins à 30 ans, être un dinosaure dans une entreprise. Et bah, au bout de 9 ans et 6 mois, je me suis dit, bon, Anna, il est temps que tu partes. Il est temps que tu partes. Et on était juste après le Covid à ce moment-là. Et ok, je pars, mais je pars faire quoi? Et là, c'était la grosse question, les questions que j'avais finalement échappées, que j'avais fui toute ma vie depuis que j'ai 18 ans, hein, le choix de mes études jusqu'à maintenant. Tu fais quoi? Euh, le, En parallèle, quand tu commences à t'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, forcément, tu commences à écouter des podcasts et à t'intéresser au monde du développement personnel. Ça va ensemble. Donc, il y a il y a les premières idées qui arrivent là. Et puis, bah, le confinement est arrivé, on a tous un peu cherché, tous commencent à s'intéresser au développement personnel, etc. Moi, j'ai lu un bouquin, et je pense que c'est ce bouquin-là qui a commencé à changer ma démarche. C'est le livre de Raphaël Giordano. Alors, j'ai plus exactement le titre en tête, mais je crois que c'est ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est ça le titre exact. Et là, j'ai fait, ah, là, il se passe quelque chose dans ma vie. Ça a vraiment été le premier tournant il va falloir que j'agisse et que je fasse quelque chose de ma vie. J'avais pas encore quitté mon job à ce moment-là. J'ai eu ça. Et puis, j'ai eu 2 ans, donc 2 ans de chômage. Et je me suis dit, Anna, t'as 2 ans pour trouver ce que tu veux faire. Et ça a été hyper, hyper, hyper compliqué. Pendant 2 ans, j'avais certes le chômage, mais j'avais un projet perso qu'il fallait que je ramène beaucoup d'argent euh, pour, pour finaliser mon projet. Donc 2 ans pour à la fois travailler, il fallait que je ramène du cash, et en plus de ça, trouver ce que je voulais faire. Je m'étais dit, ben, en ayant travaillé dans l'innovation, ça va être facile, je vais pouvoir faire des missions dans la tech en tant que freelance et tout. À part que non, à part que à mon âge, souvent les personnes sont des personnes qui commencent à être spécialisées dans l'innovation. Des personnes, c'est Head of Innovation ou enfin, des titres où ils te demandent un certain bagage plus spécialisé que l'innovation dans le BTP. Donc, j'ai quand même réussi à à avoir des missions sur l'animation de tiers-lieux en innovation.
Et je sentais que je mettais beaucoup de développement personnel dans ces tiers-lieux-là. J'ai fait ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions de prof en tant que formatrice, animatrice. J'ai travaillé dans un food truck. Voilà, j'ai fait tout plein de missions et à chaque fois, j'étais là en train de me dire, OK, ça, j'aime bien comme mission, mais j'en ferai pas toute ma vie. Ça, j'aime bien comme mission et j'en ferai pas toute ma vie. Euh, ce que j'aimais dans l'innovation, c'est ce côté un peu entrepreneuriat, tu développes des offres, tu crées, ce côté création. Ce que j'aimais dans la formation, c'est ce côté animation de groupe. C'est pas tant le sujet sur lequel je formais, mais le fait d'être face à une audience, petite ou moyenne, et puis apporter de la valeur en partageant ton expérience. C'est vraiment des choses où je me suis dit, tiens, ça c'est hyper intéressant. Quand je travaillais dans un food truck, euh, donc je faisais des services de temps en temps, ce que j'aimais, c'était l'efficacité. Fallait être efficace, fallait optimiser le processus pour servir un maximum de galettes en un moins de temps possible. Et en fait, j'ai réussi à chaque fois à retirer, tiens, dans cette mission, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour trouver la mission d'après. Et ça a duré donc 1 an et 9 mois où ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a des périodes quand j'avais pas de mission. Enfin, c'était difficile. J'ai eu la boule au ventre. Sur 2 ans, j'ai dû avoir la boule au ventre tous les matins pendant 6, 7, même presque un an. 6, 7 mois, presque un an, de dire, tiens, je vais foutre quoi de ma vie? J'arrive pas, je sais pas. Je postule. Je scrollais tous les jours sur Welcome to the Jungle. Tous les jours, je connaissais par cœur les annonces. Je me disais, ah tiens, ça là, ils l'ont pas trop. J'arrivais même à voir quand ils arrivaient à pas trouver un client, un freelance, parce que l'offre, elle revenait 3 semaines après. Enfin voilà, je ponçais à mort les offres d'emploi. Et en parallèle de tout ça, je commence une thérapie en psychanalyse. Donc ça, c'était en août 2021. Je commence une thérapie en psychanalyse et je découvre l'énéagramme. Je découvre l'énéagramme en janvier 2022, il me semble. Et l'énéagramme, ça m'a changé la vie. Enfin, déjà, la psychanalyse, ça m'a permis de me rendre compte que je me connaissais pas, que je me connaissais pas. Ça m'a permis de me rendre compte que je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sous le tapis, que je me prenais pas le temps de me poser la question de est-ce que j'allais bien ou pas, est-ce que cette décision me convenait ou pas, est-ce que la personne avec qui j'étais, elle me convenait ou pas. Je me posais jamais ces questions-là. Et ensuite, là, est arrivé l'énéagramme où je me suis rendu compte que tous mes comportements étaient normaux, étaient expliqués vis-à-vis de mon profil. Que bah, de changer tous les 3 mois, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais ce besoin de changer de mission tous les 3 mois. J'ai compris pourquoi, à chaque fois que je commençais quelque chose, une fois que j'avais fait l'essai, j'arrivais pas à aller plus loin dans le développement d'une offre ou d'un projet. Mais j'ai compris pourquoi. Et en fait, il y a eu un super gros soulagement à ce moment-là, quand j'ai compris comment je fonctionnais. D'une part, et l'énéagramme, ça m'a permis aussi de comprendre comment mon ex à ce moment-là fonctionnait. Et voyant son profil, et j'ai eu plus de facilité à voir son profil à lui que mon profil à moi, en voyant son profil qui déteste les conflits, et que moi je suis quelqu'un qui n'a aucun problème avec le conflit, j'aime pas ça, mais ça anime un peu la vie, je trouve, et qu'on s'embrouillait beaucoup, enfin je l'embrouillais beaucoup du coup. Euh, je me souviens, je suis sortie de la fin du premier module, et je disais devant tout le monde, je viens de comprendre le profil de mon mec et je viens de réaliser à quel point je lui fais vivre un enfer en fait. Et ça a été vraiment. Mais rien que à te le dire là, j'ai encore de l'émotion, tu vois, à dire ça parce que ça m'a, ça a montré à quel point en fait on connaît pas, on n'apprend pas à connaître les personnes. On n'apprend pas à connaître les personnes telles qu'elles sont. On n'apprend pas
je suis en train de me rendre compte que je suis en train de dévier totalement de la question, mais c'est pas grave, je continue quand même. Mais on n'apprend pas à connaître les personnes, euh, qui elles sont profondément, parce qu'on les regarde vis-à-vis de notre prisme, à nous. Et ça m'avait vachement, enfin, ça m'avait vachement touché au point où l'univers est bien fait, hein. Le module 2 donc qui était un mois après, une fois que j'ai découvert que je lui ai foutu la misère pendant 5 ans, et ben on s'est séparés et c'est lui qui m'a quitté. Et donc je me souviens de dire, bah voilà, au premier stage, je me suis rendu compte que je lui foutais la misère. Maintenant, bah c'est terminé. Et c'était ok en fait, c'était totalement ok par rapport parce que euh, avec le travail avec la psychanalyse, je me rendais compte que j'étais pas bien. Je me rendais compte que je le rendais pas bien non plus. Et ben c'est ok, c'est fine, on arrête là et on continue. Et donc on continue ce parcours-là. Et, euh, et suite à cette séparation, je découvre les soins énergétiques. Je fais ma première retraite spirituelle, donc je découvre un peu les voyages chamaniques, tout ce monde un peu mystérieux, enfin, qu'à l'époque, moi, je trouvais hyper mystérieux, magique, justement. Je commence à le découvrir et jusqu'à ce qu'on me dise, tiens, Anna, si t'es intéressée par tout ça, va te former avec tel chaman. Tu verras, il explique les choses de manière très terre à terre et ça va répondre à beaucoup de tes questions, en fait. De là est parti ma première formation en radiesthésie, ça a duré 3 jours. Et en fait, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré la formation, j'ai adoré tout ce qu'on y faisait. Et de fil en aiguille, je me suis formée à l'énergétique pour devenir aujourd'hui. euh, je préfère utiliser le terme énergéticienne que guérisseuse parce que voilà, je joue avec l'énergétique et j'ai accès à ce monde vibratoire. Et donc, je reviens un petit peu en arrière parce que tout ça se fait en parallèle. Au bout de 1 an et 9 mois, je me suis dit, bon, bah, il me reste, si je fais le calcul, 3 mois de chômage. Va peut-être falloir que je trouve un job parce que dans 3 mois, j'ai plus un rond et j'ai toujours pas fini de récolter l'argent que je devais pour mon projet perso. Je me forme donc à l'énéagramme au cycle 1 qui est la connaissance de soi, au cycle 2 qui est les capacités, on te donne les capacités à faire un profilage, donc je suis en capacité de profiler les gens pour qu'ils puissent découvrir leur type en profondeur. Et le troisième cycle, c'était coaching. Dit, tiens, je connaissais pas du tout ce que c'était le coaching. Et puis, j'avais raté la rentrée, donc il fallait attendre au moins un an. Donc on était en 2023 à ce moment-là, fallait attendre début 2023, fallait attendre un an pour que je puisse prendre la nouvelle rentrée. Et je me suis dit, bah, par hasard, je vais me renseigner sur les écoles de coaching. Et puis forcément, quand tu penses à quelque chose ou tu parles de quelque chose, Instagram t'entend. Et je vois à ce moment-là les pubs pour David Laroche pour son école de coaching. Je, par hasard, je pensais pas, enfin, j'étais encore niaise à l'époque qu'on pouvait prendre des appels de découverte comme ça juste pour se renseigner par hasard. Qu'est-ce que j'étais niaise. Et, euh, et donc je fais un appel. Je la fais très courte parce que enfin, c'est très marrant les synchronicités qu'il y a eu qui m'ont empêché d'avoir accès à cet appel de découverte. Et la phrase qui m'a fait signer tout de suite, donc je spoil pas, enfin je spoil justement, donc j'ai pris l'école avec David Laroche. La phrase qui m'a fait signer, c'est que c'est la dernière année où David s'investissait personnellement dans l'école. Et que l'année d'après, il n'était pas sûr de le faire. Et en fait, c'est cette phrase-là où je me suis dit, non, cette école m'a vachement parlé. Euh, J'aime bien son contenu, ça a l'air cool. Bon, au pire du pire du pire, au bout d'un mois, après le premier module, tu pouvais demander un remboursement. Et, euh, et, et donc, comme ça, j'ai signé. Et pour te dire à quel point j'ai tout fait pour pas signer, hein. Enfin, j'ai eu 50 synchronicités qui m'ont mis des embûches sur le chemin. Et le jour J, quand je raccroche du col de découverte, parce que j'avais pas encore validé, j'ai appelé toutes mes proches qui seraient susceptibles de me dire Anna n'y va pas. Donc j'ai appelé mes potes, je lui disais, ok, donne-moi toutes les raisons pour lesquelles je dois pas le faire.
moi j'ai envie d'aller, donne-moi tout. Et en fait, tout le monde m'a dit, bah attention, fais gaffe ça, fais gaffe ci, fais gaffe ça, est-ce que t'es sûr? C'est 2 ans, enfin, c'est un investissement financier, c'est un peu chelou un peu le coaching, je sais pas trop, etc. Et jusqu'à ce qu'une copine me dise, Anna, si c'est ça qui t'appelle, au pire, si tu te plantes, tu te plantes. Mais si ce que ton cœur t'appelle, c'est que c'est le chemin que tu devrais faire. Et si tu dois te planter, c'est que dans ton chemin, tu devais te planter et c'est OK en fait. Et là, ça m'a mis fou. Tu vois, il y a une libération de OK, bah si je me trompe, bah je me trompe et c'est pas grave. Et j'aurais juste perdu un peu de temps, un peu d'argent, mais c'est pas grave quoi. Et donc le soir même, j'appelle pour prendre la formation dans le coaching. Donc en parallèle, donc je me suis formée à l'énéagramme, à l'énergétique et au coaching. Et 2 ans après 2 ans de pratique, d'entraînement, etc., on se retrouve ici en train de faire cette interview euh, où je suis là. Donc moi, j'arrive pas encore, j'ai encore un peu de difficulté à trouver quel titre je me mets, mais je dirais le mot qui marche le mieux, c'est thérapeute tête, corps, cœur, âme. Je pense que c'est ça qui me convient le mieux parce que je fais pas que du coaching, je fais pas que de l'énergétique. J'ai une approche qui est très très spéciale et spécifique par rapport aux soins énergétiques où la plupart des personnes attendent que ce soit magique. On vient, on fait une séance et hop, il y a tout qui est réglé. Or, c'est pas du tout, du tout, du tout mon approche. Moi, j'ai une approche de très coaching où on vient faire remonter au conscient tout ce qui se passe dans l'inconscient. Et ensuite, une fois qu'on a fait remonter ça, on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer en énergétique et on va ancrer les nouvelles compétences, mais que tu as toi-même découvert. Et ça, voilà, c'est une approche assez particulière que j'ai. Donc voilà qui je suis aujourd'hui, mon parcours, pour le faire assez brièvement. Euh, je pense que ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal comme parcours. J'aurais plein d'anecdotes, plein de choses à raconter, plein de subtilités à rajouter, mais j'en garde un peu pour la suite. Bah, moi, j'ai noté plein de choses. Donc, du coup, il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. Je pense qu'on peut éplucher un peu tout ce que tu nous as parlé depuis le début pour aller chercher le petit millimètre. Tu parlais que quand tu étais plus jeune, tu ressentais beaucoup d'ennui et cette recherche de liberté, d'après toi, elle venait d'où? J'ai grandi dans un environnement où on n'avait pas le droit de faire grand-chose. On n'avait pas, c'est-à-dire que à part faire tes devoirs, faire les tâches ménagères de la maison, et puis apprendre à t'occuper toute seule, parce que j'avais des parents qui bossaient énormément, et t'occuper de ça, c'est toute seule à la maison. On n'avait pas le droit d'aller chez les copines, on n'avait pas le droit d'aller chez les copains. Le seul échappatoire que j'avais trouvé, c'est de réussir à faire du sport, mais dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que je pouvais même pas faire du sport dans une association parce que j'avais personne pour m'emmener. Bon, ne prenait pas le temps de m'emmener. Donc, je pouvais faire, je sais pas si ça existe toujours, je faisais de l'UNSS. Et c'était le seul échappatoire que j'avais pour avoir une activité. Donc, je faisais du théâtre et de la boxe française à l'époque. C'était les seuls moments où j'avais un peu de liberté, mais sinon, il fallait que j'apprenne par moi-même à m'occuper autre que faire mes devoirs ou faire les tâches ménagères. On avait un ordinateur pour trois à l'époque, donc j'avais deux, enfin, j'ai 3 sœurs, mais il y en avait deux qui étaient chez mes parents. Et on avait bah, chacun un soir. Donc, moi, j'avais 2 soirs dans la semaine, il en reste 5 autres, quoi. Et ça, fallait vachement apprendre à s'occuper. J'ai un gros, moi, j'arrivais pas à jouer. Et encore aujourd'hui, je pense que j'y arrive toujours pas. De jouer avec les Barbie, les jouets, tout ça, ça m'intéressait absolument pas. Moi, je voyais ma sœur, elle passait des heures et des heures et des heures à raconter des histoires avec ses poupées à poil, là. Elle faisait tout le temps comme ça. Bah oui, parce que forcément, une Barbie t'arrive, tu fais quoi? Tu la déshabilles, c'est tout ce qui est intéressant. Et puis elle faisait passer des heures à jouer à ça. Et moi, je la regardais. Mais des fois, j'essayais. Je me mais c'est nul ton truc, quoi. Et en fait, donc ça m'a permis de développer, quoi, par contre, ça m'a permis de développer une grosse capacité à m'évader dans le cerveau. Et qui, aujourd'hui, j'utilise énormément, énormément.
dans l'énergétique pour partir, ce qu'on appelle faire des voyages. Je pars énormément de voyages parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai fait que ça, que nourrir ces visualisations pour pouvoir m'occuper en fait. Ça m'occupait énormément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Donc ça m'a apporté ça, le fait de m'ennuyer. Et cette recherche de liberté, oui, parce qu'en fait, moi, j'avais l'impression d'être enfermée quand je voyais tous les copains et copines qui se voyaient tout le temps. Je me souviens, il y avait un groupe de 3 nanas en primaire qui se voyaient tous les mercredis, tous les samedis ensemble, et que elles étaient copines avec moi. Mais forcément, si tu passes pas de loisirs avec, enfin, le temps faisait que je passais beaucoup moins de temps avec elles, donc j'étais un peu exclue de leur groupe. Et voilà, il y a une partie de moi qui en voulait à mes parents de pas pouvoir accéder à aller chez elles, alors qu'elles connaissaient leur femme, et ma mère connaissait leur mère, etc. J'avais juste le droit d'aller aux anniversaires. Heureusement que je suis avec quelques copains, ça me faisait sortir quelques fois dans l'année. Mais j'avais juste le droit d'aller aux anniversaires s'il y avait une maman qui venait me chercher. Et par rapport à ça, justement, le fait de ressentir beaucoup d'ennui et de chercher perpétuellement de la liberté, que ce soit enfant ou même adulte, comment est-ce que tu pourrais donner une astuce à quelqu'un qui ressent ça et qui voudrait potentiellement s'évader comme tu as réussi à le faire? Comment est-ce qu'il peut y arriver? En fait, on sort tous de l'ennui. Ça se fait tout seul. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. C'est juste qu'on le voit pas. Ouais. Même quand tu t'ennuies, tu fais quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là en train de partir dans mes pensées, j'avais pas l'impression, j'avais l'impression de m'ennuyer. Mais en fait, non, c'était la stratégie qu'avait trouvé mon cerveau pour ne pas rien faire. Et, et parfois, quand tu t'ennuies, aujourd'hui, c'est ce que je fais parce que j'ai appris, du coup, j'ai eu les deux extrêmes, hein. Je me suis beaucoup ennuyée. Enfin, j'ai eu l'impression de m'être ennuyée. Donc, j'ai eu une vie de mes 20 à jusqu'à très récemment d'ailleurs, jusqu'à mes 34 ans, où c'était hyper chargé parce que il ne pouvait pas avoir de la place à la moindre seconde d'ennui. Et aujourd'hui, je me rends compte que oui, il y a des moments où je m'ennuie, mais que ça dure pas si longtemps que ça finalement. Finalement, au bout de, allez, grand max 20 minutes, 30 minutes, tu trouves quelque chose à faire. Et en fait, le conseil, c'est de se faire confiance et d'accepter de s'ennuyer. C'est pas agréable, clairement. Enfin, pour quelqu'un qui en a souffert plus jeune, c'est clairement pas agréable parce que ça réveille des angoisses, ça réveille ce temps hyper long, ce temps vide. Mais en faisant confiance, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, tu fais, ah tiens, je vais faire ça. Et en fait, ça vient tout seul. Et il y a la deuxième chose que je me suis dit aussi, on s'ennuie. Alors, je sais pas, je parlais de moi comme, enfin, je veux pas généraliser, mais moi, je m'ennuie. Et pour autant, c'est pas que j'ai rien à faire. Parce que ça, c'est hyper, enfin, je pense que c'est hyper important cette différence-là. C'est pas que j'ai rien à faire, c'est que il y a rien que j'ai envie de faire. Parce que techniquement, si j'avais rien à faire, je pourrais faire mon ménage. Mon ménage, il est tout. Enfin, si je faisais mon ménage chaque fois que je m'ennuyais, mon appart ne serait pas du tout dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Tu vois? C'est juste que j'ai pas envie de faire mon ménage. Mais donc, tu t'ennuies pas. C'est que t'as pas trouvé l'activité qui t'anime, en fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment différent. De voir comme ça, c'est pas que j'ai rien à faire, c'est qu'il y a rien que j'ai envie de faire. Et donc, c'est pour se poser la question et laisser en fait le temps faire, de laisser le temps à la créativité de dire, ah tiens, et si j'allais faire ça? Il y a plein de choses sur lesquelles je dis par exemple, j'ai jamais eu le temps de peindre. Moi, j'aime ça. Je dis pas que j'adore ça. Je sais pas que c'est pas quelque chose que je ferais au quotidien, mais j'aime de temps en temps faire des tableaux. Moi, les tableaux qu'il y a dans mon cabinet, c'est moi qui les ai peints, tu vois. Et bah, je le fais au moment justement où je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je laisse passer le temps, je fais. Et là, ça revient tout seul. Mon atelier, il est à l'étage. Ça revient tout seul et je me dis, ah bah tiens, si j'en profite, j'ai 2 heures devant moi, si je profitais pour peindre une toile. Mais il faut que, tant que j'ai pas ce temps-là de, tiens, qu'est-ce que je fais? Je prends jamais le temps, j'y pense jamais en fait.
Donc, pour revenir à la question, c'est quoi le conseil? C'est vraiment d'accepter de passer à travers l'inconfort et même parfois même la douleur, hein, parce que moi, ça a été vraiment une douleur de rien faire pour laisser émerger les idées. Et c'est humain, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir. Et même si c'est regarder une série à la télé, moi, parfois, j'ai coupé des moments d'ennui en me disant, ah tiens, ici, j'ai regardé tel documentaire. Alors moi, je regarde pas énormément de séries, des choses comme ça. Je regardais des documentaires sur dev perso et spiritualité notamment. Mais je vais allumer un documentaire, hop, je sais que je vais être occupée. Ça va me nourrir pendant 1 heure et demie, quoi. T'as parlé d'un truc intéressant aussi tout à l'heure sur le fait de pas réussir à choisir tout au long de ton parcours. Là, est-ce que tu as l'impression d'avoir choisi? Non, j'ai pas. Alors, c'est hyper intéressant comme question. Si on joue avec les mots, parce qu'on va jouer, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai pas. Alors, je vais faire une phrase, attention, je vais faire une phrase que j'aime, que je déteste entendre. C'est venu à moi. C'est venu à moi. Non, j'exagère un peu en disant ça, mais il y a un peu de ça. Il y avait un peu de. En fait, c'est comme si j'avais pas le choix que de faire ça. Hum, j'ai cherché, hein, j'ai vraiment cherché. C'est vrai que oui, j'ai choisi parce que j'ai cherché ce que je voulais faire. J'ai pris du temps. J'ai pris 2, 3 ans quand même pour me poser, pour voir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Donc, dans ce sens-là, j'ai choisi vers quoi je voulais tendre. Et d'un autre côté, euh, j'ai pas eu le choix parce que j'arrivais pas à trouver. Alors, si je vais, attends, comment je peux te dire ça? La vie a fait que je n'arrivais pas à trouver de CDI. Et pourtant, j'ai postulé. Je postule. Je pense pas être une mauvaise salariée. Je pense que je suis plutôt, enfin, une bonne élève, quelqu'un qui travaille bien. Et une fois que j'ai décroché un entretien, une fois que j'ai décroché le rendez-vous, très souvent, j'ai le job qui va derrière. Donc, c'est même pas ça le problème. C'est juste que je n'arrivais pas à décrocher un entretien. Mais je postulais, je me souviens, tous les jours, il n'y avait pas un jour où je postulais pas, quoi. Donc j'ai essayé de postuler, j'ai essayé de postuler. Et à un moment donné, je me suis dit, mais juste arrête, arrête. Peut-être qu'il y a un message à comprendre quand ça fait 6 mois que tu postules tous les jours. Peut-être qu'il y a un message à comprendre derrière ça et que finalement, c'est pas que le salaire. Parce que moi, je peux être salarié, j'ai pas de problème avec la hiérarchie, j'ai pas de problème, j'ai pas trop de problème avec le fait d'avoir un cadre. euh, D'aller au boulot, je trouve que voilà, c'est OK pour moi. Par contre, c'est les entreprises qui voulaient pas de moi. Donc, donc de cette manière-là, j'ai pas choisi et je pense que parce que je suis beaucoup plus heureuse, je pense être beaucoup plus heureuse là où je suis maintenant, même si c'est pas facile tous les jours, même si très souvent j'ai des remises en question en me dire, ce serait quand même plus simple d'avoir un CDI en termes de charge mentale, en termes d'insécurité, en termes de plein de choses que tu n'as pas envie de faire euh, dans un travail salarial, tu n'as pas envie de le faire, bah, au pire, tu te fais engueuler. Tu te fais engueuler. Là, tu n'as pas envie de le faire, tu t'en bouffes les doigts pendant 6 mois, quoi. Donc, euh, donc j'y repense très souvent à revenir en CDI, mais en fait, je pense que la vie ne veut pas que je fasse de CDI. Et je pense que je suis beaucoup plus heureuse à être là à mon compte euh, et à, et à faire ce que je fais, clairement. Donc, pour répondre à ta question, voilà, j'ai pas choisi, mais j'ai cherché. C'est ça la nuance. C'est quand même, j'ai cherché. C'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Ah, c'est ça que je veux faire. Non, non, j'ai quand même passé du temps. J'ai investigué. Je me suis posé les questions. J'ai pas trouvé tout de suite le format dans lequel je m'épanouissais. J'ai quand même assez galéré là-dessus. Mais j'ai pas choisi dans le sens où la vie m'a pas laissé le choix que de faire ça parce que les opportunités, ça marchait pas, quoi. Yes. Et tu t'as parlé aussi de burn-out, que tu en avais fait deux, une pour te reconstruire et une pour t'autoriser réellement à partir. Comment tu t'en es sorti de ce burn-out et comment tu l'as vécu, enfin, pour les deux?
Alors, je pense que je me suis mal exprimée, j'ai fait un seul burn-out. Par contre, j'ai fait les deux. J'ai fait le burn-out et le bore-out. Donc, c'est quoi la différence? Le burn-out, c'est que je travaillais trop. Clairement, je travaillais trop. Je me mettais c'est un chantier où je me mettais une pression, où mon responsable me mettait une pression, où le client me mettait une pression. Je mangeais pas beaucoup. Je mangeais très, très peu durant cette période. Physiquement, c'était intense. C'est compliqué à dire parce que ça peut peut-être froisser certaines personnes, notamment qui sont en situation de burn-out. Mais moi, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix que de m'en sortir. J'ai une pression familiale, sociale qui fait que non, en fait, on tombe pas en burn-out. Donc, en fait, t'as pas le choix, tu te relèves. J'ai eu la chance, j'ai eu énormément de chance que l'entreprise. Alors, je l'ai construit parce que c'est-à-dire que j'étais quand même un bon élément dans l'entreprise. L'entreprise a voulu me garder et m'a posé la question, Anna, dans quel service tu veux aller pour te reconstruire? Et là, j'ai pu choisir le service un service pour lequel pour moi c'était facile de bosser. Ça me demandait pas du tout, ça me demandait très très peu de ressources intellectuelles. Et je suis tombée sur un chef en or avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui a été hyper présent pour moi et qui m'a laissé le temps de me reconstruire comme ça. Euh, j'ai pas été, alors si j'ai pas été arrêtée, si j'ai été arrêtée, j'ai eu un accident de ski. J'ai eu un accident de ski, je me suis fait des ligaments croisés, j'ai été arrêtée 4 mois. Et je me souviens, c'est que j'ai fait mes crises d'angoisse. Donc, ça s'est manifesté? C'est que je faisais des crises d'angoisse tous les matins jusqu'au jour où, donc ça a duré longtemps, la boule au ventre qui m'empêchait de me lever le matin, qui me scotchait littéralement au lit. Vraiment, je sentais que j'avais un poids dans le ventre qui me collait au lit. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai raté 2 réunions parce que je pouvais pas me lever du lit et que j'étais en train de pleurer. Donc de 6h30 à 11h, je pleurais dans mon lit parce que je ne voulais pas, je me souviens, là je te le dis, je vois encore très bien la scène, je ne voulais pas aller au travail et je dis je peux pas, j'ai pas de force, je ne peux pas y aller. Et j'arrive à 11h, tant bien que mal, au travail. Alors que, enfin, encore une fois, je dis, je suis une bonne salariée, j'arrive pas en retard, je suis là en temps et en heure, je suis toujours là, etc. Je suis jamais absente, je suis jamais malade, voilà. Et ben là, j'arrive en pleurs au travail et je dis non, je peux plus. Je sais pas, je ne peux plus. J'ai une boule au ventre. Je sais pas ce qui m'arrive. Et pourtant, je détestais pas mon métier. J'avais du mal à comprendre ce qui allait pas en plus. C'est ça qui est compliqué, c'est que qu'est-ce qui va pas? Je ne sais pas. Je sais même pas ce qui va pas parce que le métier, je l'aimais bien. C'était complexe. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais juste ça marchait pas quoi. Et donc c'est là où il se passe 2, 3 mois, je crois que ça se fait de manière tranquille, où vraiment on m'enlève toute la charge qu'il avait enlevée. Et donc février, je devais partir changer de service. Et là je dis à mon ancien chef, je dis Michel, donc je pars en... C'est une de la première fois, la deuxième fois que je le croisais. Et je fais Michel, écoute, je pars au ski. Bon, j'espère que je reviens, hein, parce que j'espère que j'aurai pas un accident. J'ai jamais eu d'accident de ma vie, jamais de la vie, ça m'a jamais été, j'ai pas été à l'hôpital, enfin, des opérations, j'en avais jamais vécu à ce moment-là, rien, je suis une nana, il se passe rien dans sa vie. Et là, boum, non, deuxième jour de ski, premier jour de ski, c'était l'horreur, il a neigé, il faisait trop moche, deuxième jour, boum, c'est même pas de ma faute, c'est une nana qui me rentre dedans, et ligament croisé, et là, donc, je suis arrêtée. Pendant 4 mois, où j'étais au lit pendant 4 mois. Et ça m'a arrêté de force, en fait. Je pense que là, le message, c'était juste, tu veux pas t'arrêter, bon, t'arrêtes. Et j'ai énormément dormi pendant 4 mois. Je sais pas si ça, je pense que physiquement, ça m'a fait du bien. Mentalement, je suis pas sûre que c'était la meilleure des solutions d'être isolée comme ça pendant 4 mois. Mais, et donc, quand j'ai repris le travail, en fait, j'ai eu ma pause à ce moment-là, quoi. J'ai eu ma pause à ce moment-là et je me suis reconstruite dans un job où c'était plutôt facile pour moi euh, et tellement facile qu'au bout d'un moment, bah, je commençais à m'ennuyer.
Je commençais à m'ennuyer. J'ai travaillé sur l'innovation de la même manière. Je m'ennuyais. C'était cool, hein, c'était vraiment cool. Mais on va dire qu'il n'y avait pas la politique pour développer ce que moi je voulais développer. J'ai pas été accompagnée comme je voulais pour aller à la hauteur de ce que j'avais envie, en fait, de faire. Et donc, je me suis énormément ennuyée au point de remettre en question. C'est là où je te parle de bore-out. C'est là, au point de remettre en question ma valeur, où je me posais la question de, en fait, est-ce on m'a pas juste mis au placard? Donc, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis un cerveau, je sais que je peux faire des choses, j'ai de l'ambition et je suis là à travailler, enfin, à travailler 20% de mon temps. Et pour autant, quand on me demandait, mais Anna, tu fais quoi? Et factuellement, je sortais une liste de plein de choses. Mais c'est juste que c'était pas assez par rapport à ce que moi je voulais faire, quoi. Et, euh, et je me souviens, on a organisé une journée de l'innovation juste pendant le Covid, là, enfin, c'était en juillet 2020. Donc, on sortait du premier confinement, on avait le droit de commencer à faire des, des événements. Et je discutais avec la nana qui organisait l'événement. Et, et je lui avais dit, mais tu sais, moi, si le confinement, j'avais dit, si je suis le premier poste qui saute, je serais pas surprise. Et en fait, quand j'ai dit ça, je me suis dit, Anna, tu te rends compte de la valeur que tu vois de toi-même, à dire dans toute une entreprise avec, je ne sais pas combien, des dizaines de milliers de salariés, t'es en train de dire, je serai la première à sauter et je serais pas surprise que ce soit ça, soit ça. Enfin, quelle image j'avais de moi à ce moment-là, quoi. Et donc on parlait, puis elle voyait que je m'éteignais au fur et à mesure où je parlais. Elle me fait, Manna, mais juste bouge-toi. Juste, si tu te bouges pas, c'est moi qui vais te bouger en fait. Parce que tu as 30 ans et que tu peux pas avoir un discours comme ça à 30 ans. Juste casse-toi et fais quelque chose de ta vie. Et ça a été, j'avoue, je me souviens, c'est 5 juillet 2020. C'était un samedi soir, il me semble. Euh, et en fait, quand j'ai eu ça, j'ai fait OK, c'est bon, j'y vais. Je vais faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore sous quelle forme, mais là, il faut que je me bouge. Et c'est les deux, voilà, c'est les deux moments de comment je suis sortie des événements un peu lourds qui m'est arrivé. Et oui, je pense que ça peut parler à des personnes qui vivent à peu près la même chose, en tout cas qui ne comprennent pas ce qui se passe et que ça va pas et qu'en même temps ils doutent de sa valeur. Donc merci déjà pour ça. Et il y a plein d'autres sujets aussi que je veux aborder. Donc tu as parlé de thérapie et de psychanalyse. Ouais. Et du coup, en quoi ça t'a servi la psychanalyse? Et pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Euh, Je vais pas trop détailler la notion de psychanalyse ici parce que moi j'avais une psychanalyste qui a un courant particulier de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'en général, quand tu vois la psychanalyse, c'est quelqu'un qui est allongé sur un divan et qui parle et le thérapeute ne parle pas du tout. Or, moi, il y avait un vrai échange, il y avait énormément d'échanges l'une envers l'autre. Donc, je ne peux pas comparer avec ce qu'on peut dire d'une psychanalyse ou pas. Ça m'a apporté, j'essaie de mettre les choses dans l'ordre, un espace de sécurité. Et vraiment, pour le coup, moi, je suis quelqu'un pour qui les larmes sont difficiles. Euh, Elle a mis plus d'un an, je crois, à une séance par semaine, plus d'un an à me faire lâcher ma première larme, à avoir mes premiers pleurs. Euh, Déjà, juste, j'y arrivais pas. Et pour te dire à quel point j'avais besoin de cet espace de sécurité où je me sente en sécurité pour pouvoir accueillir ces larmes-là, dès lors, donc parfois je sortais du cabinet en sanglots, à peine je passais la porte pour aller dehors, hop, poker face. C'était revenu normal. Et elle me disait toujours, Anna, juste prends ton temps, va te balader un coup avant de prendre le métro et tout. Et en fait, je sortais de l'immeuble, hop, ça revenait. Bah, c'est bon, je vais bien. C'est quoi le problème? Et je sentais mon corps qui, à chaque fois que je rentrais dans le cabinet, qui s'apaisait. Donc ça a mis un peu de temps, mais ça a été, je pense, le premier.
espace de ma vie où j'avais ressenti un accueil de tiens, j'ai le droit de lâcher des choses. Et ça, j'en ai fait, enfin, c'est quelque chose que je fais à mon cabinet, c'est que très, très, très souvent, bah, il y a de l'émotion qui viennent avec ma clientèle, et je leur dis, allez-y, pleurez, vous avez le droit ici. Parce que moi, c'est la première chose que ça m'a apporté. Plutôt que de dire la psychanalyse, je vais dire la thérapie, parce que c'est plus, je veux englober à peu près tous les métiers là-dedans. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est on a le droit d'avoir des choses qui ne nous conviennent pas. On a le droit de se poser la question de est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas. Et au-delà, et maintenant, je vais même pousser encore plus loin. Par respect par toi-même, tu as le devoir de te poser la question de est-ce que ça te convient ou ça te convient pas. Tu as le devoir de te poser la question de est-ce que ta vie elle te convient ou est-ce qu'elle te convient pas. Est-ce que cette situation te convient ou est-ce qu'elle te convient pas. Elle a le droit de pas te convenir et, et continuer enfin tu peux continuer à y aller, mais tu le sais. Je veux pas dire que tu le savais pas. Et ça a été pareil, elle a galéré à me le montrer, mais ça a été quand même la deuxième chose enfin, ça m'a apporté ça, se poser la question de est-ce que ce que je fais là, ça me convient ou ça me convient pas. Euh, et que très 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 souvent, bah, ça me convenait pas. Et je finis ça et puis j'ai envie d'ajouter quelque chose d'autre après. Euh, et la troisième chose qui m'aide énormément dans la pratique aujourd'hui, c'est d'aller connecter à l'enfant intérieur. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule séance où on ne l'a pas fait. Bon, à part les premières où elle me faisait faire des trucs, j'étais là, tu me fais faire des trucs chelous, moi je peux pas parler à la petite Anna, genre tu me demandes n'importe quoi ce que tu me demandes. Et petit à petit, bon bah voilà, tu te laisses aller, elle me fait fais-moi confiance. Ok, c'est trop chelou ce que tu me demandes de faire un câlin à la petite Anna, c'est trop bizarre. Pour moi, je comprenais pas ce concept. Et bon, force est de constater que c'est des choses qui fonctionnent, quoi. Et donc, ouais, aller voir l'enfant intérieur, enfin, et j'aime pas dire enfant intérieur parce qu'il n'y a pas que enfant intérieur. Je veux dire, à 35 ans, tu vas voir la jeune femme qui a 24 ans, tu vas voir même la jeune femme qui a 30 ans, ça marche aussi, quoi. Donc, c'est même pas forcément que l'enfant, c'est ta version de toi intérieure, j'ai envie de dire. Ça, on l'a énormément fait, énormément fait. Et puis la quatrième chose, mais j'avoue, ça me saoulait un petit peu sur le coup, c'est d'aller trouver d'où est-ce même si je sais que c'est hyper important et je le vois aujourd'hui en coaching à quel point cet exercice est important, c'est de quelle douleur ça vient rallumer. Quand il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie aujourd'hui, quelle douleur ça vient aller chercher quand toi t'étais petite. Et moi, le problème, c'est que quand je dis ça me saoulait, c'est parce que ça revenait toujours aux mêmes douleurs, en fait. Ça revenait toujours au même schéma de mes parents. Ok, alors à la fin, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'ils ont mal foutu mes parents encore pour cette histoire-là? Et il y a une période où j'en ai beaucoup, beaucoup voulu à mes parents, en fait. euh, de m'avoir mis autant de souffrance, mais en fait, mais je suis maltraitée, j'étais là en train de me dire ça, alors que pas du tout, juste une fois que tu as digéré cette période en fait, c'est moi qui ai perçu les choses comme ça, et eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, voilà, ça va mieux. Mais ouais, il y a une période où c'était pas simple, quoi. Et donc, je voulais revenir sur un sujet, donc je disais tout à l'heure, sur le devoir de se poser la question de est-ce que ta vie te convient ou convient pas. Euh, Moi, de 2015 à 2020, j'ai eu le sentiment de vivre la même année. Tous les ans, je vivais la même année. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vie n'allait pas quand on m'a demandé, tiens, t'as fait quoi? Il s'est passé quoi en telle année? Et j'étais incapable de répondre. Alors que j'ai une mémoire des dates. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit 5 juillet 2020, je sais que c'est à ce moment-là, je peux te dire, enfin, j'ai des mémoires de temporelles comme ça qui sont hyper fortes. Et le fait en fait, de 2015 à 2020, je suis rentrée dans une routine déjà professionnellement. C'était la période où je m'épanouissais pas parce que je faisais pas assez de choses. Et même dans ma vie,
il y avait des schémas qui se répétaient d'année en année. Euh, J'aime bien prendre l'exemple du voyage à Londres. On partait 1 à 2 fois par an à Londres avec mes sœurs et ma cousine. Et en fait, je dis pas que c'était pas bien parce que c'était cool. C'était vraiment cool, hein. C'est vraiment un week-end qui est sympa. Mais par contre, je me posais même plus la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? C'est juste, bon, c'est quand le prochain? Ok, on le programme, point. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, tu dépenses entre 500 et 700 balles pour un week-end, parce qu'en plus, ça coûte cher le voyage à Londres, euh, pour un week-end, et tu te poses même pas la question de savoir est-ce que tu as envie d'y aller ou pas. Non, c'est juste un automatisme. C'est pas trop désagréable, voire c'est un peu agréable, mais est-ce que c'est ça que tu as envie au fond? Et en fait, il s'avérait que les dernières années, bah non, en fait. Et c'est là où je te dis que ça, enfin, je pousse le truc à l'extrême, c'est que le week-end à Londres, on faisait exactement la même chose, on allait manger aux mêmes endroits, enfin, c'était vraiment un remake à chaque fois, quoi. Et, et ce côté de se dire, tiens, je me pose pas la question de j'y vais pas, j'avais l'impression de vivre en mode zombie, de survivre, enfin, de survivre, je parle souvent dans ma communication, je parle souvent de subir sa vie. C'est-à-dire, bah, il y a les événements qui viennent. En plus, j'ai une vie qui était hyper active. Donc, j'avais toujours plein de choses à faire, mais parce que j'avais programmé depuis le début, mais je me posais pas la question de est-ce que j'ai envie ou pas. Tu vois, je découvrais une activité, je me disais, ah bah si j'aime cette activité, je la fais 1 fois par mois. Mais est-ce que j'ai envie de la faire vraiment 1 fois par mois? Non, c'est juste que j'avais programmé ça. Et au bout d'un moment, bah, j'avais un planning qui était plein. Donc, je suivais. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, ma mère, les années se ressemblent. Ça fait 5 ans que les années se ressemblent. J'ai entre 20 et 30. Donc, allez, je veux le. Ouais. C'était juste avant le confinement, donc c'est ça. Entre mes 25 26 ans jusqu'à mes 30 ans, t'as juste pas vu le temps passer, mais pas parce que c'est passé vite, parce que t'as pas vécu. Et, euh, et là, ça fait que 4 ans, t'as de la chance. Mais il y en a qui vivent ça pendant 20 ans, il y en a qui vivent ça, qui se réveillent à 60 ans, 70 ans, 80 ans, à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je me suis juste laissé porter. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible de se laisser porter par la vie. Je dis pas qu'elle doit être facile, je dis pas qu'elle doit être simple, mais je dis que elle doit être dans cette recherche de qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi. C'est qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi, qu'est-ce qui fait que, bah, peut-être que c'est pas facile, peut-être que, tu vois, là, ça fait 4 ans que j'essaie de développer mon activité et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien et j'en suis très heureuse. Mais cette difficulté, je l'ai choisie en fait. J'ai choisi de rentrer dans cette difficulté parce que je sais pourquoi je vais là. J'ai choisi que bah, c'est 2021, 2020. Là, depuis 2020, je peux te dire exactement que chaque année, elle était dédiée à quoi. Je peux pas te dire en détail, bien évidemment, mais je sais que j'ai un ordre chronologique dans ma tête qui dit cette année j'ai fait ça, telle année j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, c'est clair parce qu'il s'est passé des choses que j'ai choisi de vivre, quoi. Donc, euh, donc c'est ça, sur ça que je voulais revenir un peu sur ce côté, ce que m'a apporté la psychanalyse, de m'aider à me poser la question, que j'ai droit de me poser la question et j'ai même le devoir, aujourd'hui je rajouterais ça, j'ai le devoir de me dire, est-ce que ce que je suis en train de le faire, est-ce que ce que je suis en train de faire, euh, c'est OK ou pas? Et deuxième chose, s'autoriser à dire c'est pas OK, je m'en vais. Ça reste encore hyper difficile, hein, mais d'arriver jusqu'à ce point-là, de dire, tiens, là, c'est plus OK pour moi de rester à Paris, euh, de rester avec telle personne. Non, ça, c'est plus OK. Je m'en vais. Trop bien. On a évoqué plein de choses. Et là, en termes de timing, du coup, je vais juste essayer de te poser d'autres questions pour pouvoir terminer ces 15 minutes comme ça. Toi, du coup, dans ton activité, qu'est-ce qui te motive profondément à faire ce que tu fais? Deux choses. La première chose, c'est celle que je viens de partager. Qui me motive, c'est je veux pas.
Et ça parle de ce que je vois dans mon entourage proche. Je peux pas aider mon entourage. Mon entourage proche, j'ai pas la posture de pouvoir aider mes parents, m'aider la famille, des choses comme ça, à le voir qu'ils subissent leur vie et qu'ils subissent leur vie avec de la douleur en plus. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire pour mes proches, bah, je vais le faire pour le reste du monde. Ça, c'est une des choses qui... Et tu vois, en te le disant, ça me met de l'émotion. Il y a une phrase que j'adore dire, c'est vivre 80 ans dans la douleur, c'est long, bordel, quoi. Donc viens juste, vis pas dans la douleur et vis. C'est tout. Subir la douleur, c'est long. C'est ça qui me motive. La première motivation, c'est ça. Et la deuxième, allez, je vais dire que j'en ai trois. La deuxième motivation, c'est que moi, en travaillant sur moi, enfin en travaillant pour ça, en vivant des expériences énergétiques, en vivant en libérant beaucoup de choses émotionnellement, j'ai eu accès 2 ou 3 fois à ce que j'appelle, ça va être hyper perché ce que je vais dire là, mais à des instants de grâce. Des instants où je suis partie tellement loin dans un état de conscience modifié. Je pense que j'ai touché cette... Bah oui, en fait, j'ai pas d'autre mot que l'instant de grâce. C'est ce moment où tout est aligné, ce moment où tu as vraiment ce sentiment d'être connecté. Alors, j'aime pas parce que ça fait utiliser des mots perchés, mais j'ai jamais réussi à trouver à le dire autrement. Euh, Atteindre un état tellement lumineux, et ça dure quelques secondes, hein, c'est même pas une journée, hein, c'est juste quelques secondes d'atteindre cet état tellement lumineux que quand tu sors de cet état-là, moi, à chaque fois, je me suis dit, c'est bon, je peux mourir demain. Je peux mourir demain parce que je pense que j'ai atteint l'état maximal qu'un être humain puisse atteindre. Et que c'est OK. Et c'est OK de mourir, en fait. Je pense que j'ai atteint ce qu'il y a de plus fort sur cette terre. Et je sais que en ayant atteint ces états-là, euh, que ça m'a, comment dire, que j'ai gagné en santé, je vais le dire comme ça, que j'ai gagné en santé. Parce que à ce moment, enfin, c'est une guérison du corps, quoi, qui se passe à ce moment-là. Je pourrais pas te dire de quoi j'ai guéri ni quoi que ce soit, mais je sais que mon état de santé était bien mieux après. Euh, Et en fait, en ayant vécu ces moments-là, et je les ai, enfin, d'une manière très précise, euh, je me suis dit, mais tu peux pas, en fait, attends, je me suis dit, tu peux pas l'atteindre si t'as pas un minimum nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer chez toi. Si t'as pas libéré certains des traumas, si t'as pas libéré certaines barrières, certaines blessures, c'est trop encombré pour pouvoir être aligné comme ça. Et encore une fois, enfin, ça dure quelques secondes, c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps, hein. Euh, et en ayant vécu ça, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai des outils. Enfin, j'aimerais que chaque être humain sur cette terre puisse mourir en ayant connu cet état-là au moins une fois. Très ambitieux. Très ambitieux, même que ce soit en termes de nombre ou en termes d'état, parce que c'est un état qui est quand même assez... Je dis pas compliqué, parce que si j'ai pu l'atteindre, clairement, tout le monde, chaque être humain peut l'atteindre. Clairement, moi, je suis pas née avec des dons particuliers, j'ai juste découvert des choses et j'ai juste fait confiance à ce que je pratiquais. Mais un état qui peut être proche, déjà, la première étape, c'est l'état de gratitude. Et si chaque personne, et ça c'est mon objectif à moi, c'est pas l'objectif que je donne que je vais chercher chez les clients, mais c'est mon objectif à moi, c'est si chaque personne que je peux accompagner peut toucher, ne serait-ce qu'une seule fois, l'état de gratitude, j'ai gagné. C'est ça qui m'anime. C'est ce qui va se rapprocher de plus à cet état de grâce qui là, je peux pas, ça reste une démarche personnelle. Euh, Ça, c'est la deuxième motivation. Et la troisième motivation que j'ai, c'est transformer des vies.
à la hauteur de ce que je peux faire. C'est-à-dire, si j'arrive à un moment où ça va faire un bouleversement, ça sera un bouleversement. Si c'est juste une parole que je vais dire qui va germer, qui va lancer tout un chemin derrière, ça sera juste une parole et puis ce sera le petit caillou qui va faire la petite pichenette qui va faire décoller le truc et c'est OK aussi. Mais une de mes motivations, c'est que ouais, quand tu as croisé mon chemin, que je- qu'une fois que tu as croisé mon chemin, que ma contribution à ta vie a fait que ta vie puisse être transformée. Yes. Et toi, tu te vois où dans 5 à 10 ans, globalement? 10 ans, j'en sais rien. Dans 5 ans, et je regarde par là parce qu'il est c'est marqué là. Euh, J'aimerais ouvrir mon tiers-lieu. J'aimerais ouvrir mon tiers-lieu dédié au travail sur soi, dédié au développement personnel, à la spiritualité, à prendre un temps pour soi. Euh, le projet, il est très clair. Enfin, c'est un café avec des thérapeutes où on se pose et on peut discuter, on peut prendre le temps. Un endroit où on prend le temps. Il y a une salle de pratique. J'aimerais aussi qu'il puisse avoir un gîte à côté pour qu'on puisse y faire des retraites. Enfin, tout n'est pas encore mon projet. À chaque plus les années passent, plus comment dire, il s'affine. Mais j'aimerais avoir mon lieu physique. Et À l'époque, c'était en ville, parce que parce qu'à l'époque, enfin, quand j'étais sur Paris, je disais, en fait, on devrait avoir des lieux comme ça dans des grosses métropoles où on peut prendre le temps, où on peut juste rentrer dans une bulle. Comme enfin, aujourd'hui, tu payes ta séance 15 euros, je dis n'importe quoi, 15 euros de ta séance de sport, bah, tu pourrais aussi prendre ta séance de silence où tu prends le temps pour toi, où tu travailles sur toi, où tu as cet espace qui est dédié avec des personnes qui peuvent t'accompagner. super projet. Et poser une question que j'adore poser à chaque fois pendant tous les podcasts, c'est que si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ben, je peux pas dire oui parce que je serais pas là où je serais aujourd'hui. Mais bon, il y a ouais, s'il y a quand même des choses. Si, il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment de qu'on m'aide à trouver ce que j'avais envie de faire au fond de moi. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai fait à 30 ans de galérer à trouver ce que je voulais faire de ma vie, je pense que je suis pas sûre que j'avais besoin d'attendre 10 ans pour en arriver là. Parce que les idées, je les avais déjà, en fait. Enfin, être psy, bah, je voulais être psy quand j'étais plus jeune. Je dis pas que je regrette hein, le bâtiment, parce que non, j'ai vécu des choses chouettes. Mais, voilà. Si j'avais pu être accompagnée dans la recherche de mon chemin, je pense que c'est ça. Il y a ça que je changerais. J'aurais gagné un petit peu de temps. J'aurais gagné un peu de temps et beaucoup de crises d'angoisse en moi. Et encore une fois, voilà, je dis ça dans un fantasme de dire ce serait mieux autrement. Mais voilà, aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est parce que c'est tout ce que j'ai vécu et ça, enfin, on commence un petit peu à le savoir. Euh, mais ouais, si j'avais pu être facilitée, être accompagnée sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que je suis pas sûre à 100% que ça aurait été différent si on m'avait accompagnée à 18 ans pour me poser ces questions-là. Je suis pas sûre que j'aurais eu une autre vocation que choisie en tout cas. Le BTP, je pense que j'aurais pas fait du tout le BTP et j'aurais peut-être été directement en fait dans ça, je pense. Hmm. Là, j'ai 3 dernières questions à te poser. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? L'assurance que je dégage aujourd'hui. Hmm. Je pense que parce que je le vois qu'aujourd'hui j'ai un charisme que j'avais pas avant.
J'ai... Aujourd'hui, je dis des trucs et je sais ce que je dis. Aujourd'hui, je dis des trucs et toi, ça me met de l'émotion de te dire ça parce que j'ai même, tu vois, cette interview-là, je l'ai pas préparée parce que je savais que j'allais avoir des choses à dire. Tu m'aurais dit ça allez, 2 ans auparavant, je t'aurais jamais cru. Jamais cru. Que j'aurais pu avoir cette assurance-là de dire, je sais que ce que je vais te dire, ça va forcément parler à quelqu'un. Donc je pense que c'est ça la chose à laquelle je suis plus fière aujourd'hui. Parce que ça a été un long travail, un long, 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 long travail. J'ai dû dégommer pas mal de choses pour en arriver là. Et qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème à le dire, quoi. C'est parce que je vais un peu chier pour ça. C'est trop bien. Si là, tu pouvais laisser un petit message ou une réflexion aux personnes qui écoutent, Autorisez-vous à vous poser la question de ce que vous avez envie dans la vie. Je pense que c'est ça le plus gros message, c'est euh, ne subis pas ta vie, que ce soit par rapport aux autres. Les autres, ils ont mal, c'est leur problème. Les autres, ils ont mal de tes choix, c'est leur problème. Par contre, que toi, t'aies mal de tes non-choix, ça, c'est pas OK. génial cette phrase. Et du coup, je vais partager tes liens de, de Instagram et tout ça. Mais là, si on veut te retrouver, toi, globalement, tu es plus sur quel canal? Sur Insta, beaucoup, donc wonder.a_. Sur LinkedIn, je poste pas mal, j'écris beaucoup sur LinkedIn, Anna Truong. Après Facebook, c'est pas le canal préféré, mais ouais, sur Insta, je partage un peu plus ma vie, mon quotidien. Sur LinkedIn, je vais partager plus mes réflexions, mes apprentissages, mes prises de conscience. Et voilà, c'est les 2 canaux. Et après, sinon, directement, prendre rendez-vous avec moi. À mon cabinet ou en visio, là, tu peux me retrouver facilement. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour tous les partages. C'est un plaisir. Merci beaucoup à toi, Charline. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Yes. Et on se dit à très vite. Du coup. Yes. Ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.